Et ce coup d'État au Niger, il en sera question bien entendu lors du sommet Russie-Afrique, une deuxième édition de ce sommet qui a été lancé ce jeudi par Vladimir Poutine en personne à Saint-Pétersbourg. Selon le Kremlin, 17 chefs d'État africains ont confirmé leur participation, beaucoup moins que lors de l'édition de 2019. Bonsoir Julian Colling, vous couvrez ce sommet Russie-Afrique. Je le disais, la question du coup d'État au Niger sera bien entendu au menu de ce sommet. Oui, elle a déjà été abordée en réalité, puisque aujourd'hui, eh bien, notamment le président actuel de l'Union africaine a appelé devant un parterre donc, de dignitaires africains eh bien, la libération, effectivement, sans délai du président en place, en tout cas élu donc, au Niger. Même chose du côté de la diplomatie russe, puisque le porte-parole du Kremlin, ce matin, Dmitri Peskov, a rapidement, lui aussi, appelé la libération donc, rapide du président donc, victime de ce coup d'État. Et même chose plus tard dans la journée par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, qui a, elle, appelé au dialogue donc sans violence entre les deux parties, je cite. Juliane, 17 chefs d'État africains étaient attendus par le Kremlin, beaucoup moins qu'il y a 4 ans. Juliane, au final, qui est présent et y a-t-il des absents de marque cette année ? Oui, effectivement. Alors déjà, il faut rappeler que c'est un peu un forum en demi-teinte, on pourrait dire, par rapport à il y a 3 ans, puisque pour la première édition de ce sommet Russie-Afrique en 2019 à Sochi, donc, où je me trouvais moi-même pour TV5 Monde, eh bien, c'était vraiment un succès indéniable. Il y avait énormément de chefs d'État africains, quasiment tous avaient fait le déplacement à l'époque, un peu plus de pays représentés aussi à l'époque qu'aujourd'hui. Et surtout, vous le disiez, c'est le nombre de chefs d'État relativement faible en fait, qui marque aujourd'hui. Seulement 17 ont fait le déplacement à Saint-Pétersbourg. Et parmi les absents de marque, eh bien, on peut notamment parler de la République démocratique du Congo, qui est tout de même un pays de plus de 100 millions d'habitants donc en Afrique. Et également, un autre absent de marque, c'est la Côte d'Ivoire, qui a simplement décidé d'envoyer son ambassadeur en Allemagne pour représenter le pays. Donc c'est un peu une sorte de mini camouflet, si vous voulez, ces absences pour la Russie. Et encore une fois, eh bien, on peut rappeler que voilà, dans ce contexte de tension, notamment sur la crise céréalière et aussi avec la guerre en Ukraine, eh bien sûr, sans doute que en termes de réputation également, les présidents africains ont peut-être hésité un peu plus qu'il y a 3 ans pour se rendre en Russie. Donc c'est ce qui explique aussi bien sûr cette présence un peu moindre qu'il y a 3 ans. Et la Russie, effectivement, a toujours pu compter sur certains soutiens indéfectibles en Afrique. Et vous le disiez, Julianin, dans le même temps, d'autres nations se sont éloignées de Moscou ces dernières années. Voyez ce sujet qui nous l'explique, un sujet signé Luna Guepado. Pendant la guerre froide, l'URSS renforce ses liens avec l'Afrique. Elle tire en effet avantage des indépendances africaines en se plaçant du côté des mouvements anticolonialistes. Cette politique va conduire Moscou à appuyer l'Égypte du colonel Gamal Abdel Nasser ou encore le FLN algérien dans sa lutte pour l'indépendance. Le Kremlin s'affiche également comme un fort soutien du Congrès national africain de Nelson Mandela. Même chose pour l'Angola et le Mozambique où les mouvements armés sont soutenus militairement. L'influence du bloc ne s'arrête pas là, elle s'étend partout sur le continent. Le Sénégal, la Guinée et le Mali, pour ne citer que, n'hésitent d'ailleurs pas à afficher leur soutien à Moscou. Mais son intervention n'est pas qu'économique et militaire, elle est aussi idéologique. Nouvelle décennie, nouvelle ère, l'arrivée au pouvoir de Boris Eltsine, premier président non communiste, sonne le glas des relations entre la Russie et l'Afrique. La Fédération de Russie disparaît progressivement du continent. Ses yeux se tournent désormais vers les États-Unis, l'Europe et la Chine. Fin des années 90, avec l'arrivée au pouvoir d'un certain Vladimir Poutine, la Russie entame son grand retour en Afrique et annule sa dette. Profitant de l'impopularité croissante des Occidentaux et particulièrement de la France sur le continent, la Russie s'est imposée en Centrafrique et au Mali, où le groupe paramilitaire Wagner protège aujourd'hui les pouvoirs en place, en échange d'un accès aux ressources minières notamment. En 2019, le premier sommet Russie-Afrique à Sochi a sans doute marqué le point d'orgue de cette entente retrouvée. Une entente que Vladimir Poutine espère de nouveau afficher lors de cette seconde édition à Saint-Pétersbourg. Julian Colling, je voulais qu'on s'arrête avec vous très rapidement sur une photo qui risque de faire beaucoup réagir. Regardez, photo de Evgeny Prigojine, le patron des mercenaires russes Wagner, qui réapparaît à ce sommet. Julien, est-ce qu'on connaît la raison de sa présence ?
C'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement commenté, effectivement, déjà sur les réseaux sociaux russes et notamment sur Telegram, cette photo. Donc, c'est deux photos en réalité, puisqu'il y a une autre photo qui est parue également de Prigojine avec la même chemise aujourd'hui, donc semble-t-il, avec un rédacteur en chef de médias francophones africains également. Et donc, il semblerait que Prigojine ait souhaité également un peu parasiter, entre guillemets, donc ce sommet et faire parler de lui aujourd'hui. Et donc, ça montre encore une fois les liens grandissants, sans doute, entre certains pays africains, notamment la Centrafrique. Semble-t-il, c'est un représentant de la Centrafrique qui est en photo avec lui sur la première photo. Et donc entre ce pays et donc le groupe Wagner. Et du côté des annonces de ce jeudi, Vladimir Poutine a promis de livrer gratuitement des céréales à 6 pays africains. Écoutez. Notre pays est capable de remplacer les céréales ukrainiennes, à la fois commercialement et même sous la forme de gratuité pour les pays africains qui en auraient le plus besoin. Dans les 3-4 mois à venir, nous serons en mesure d'assurer des livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée. Nous assurerons également la livraison gratuite de ces produits aux consommateurs. Juliane, cette annonce, elle arrive sur fond d'inquiétude, peu de temps après la fin de l'accord sur les céréales ukrainiennes. Oui, bien sûr, c'était un motif également de léger grief, on peut dire, entre notamment l'Union africaine qui avait réagi de manière assez agacée et certains pays africains aussi qui avaient fait part de leur déception du retrait russe donc de l'accord céréalier. Et certains experts russes que j'avais contactés récemment, en fait, en amont du forum, s'attendaient à ce cadeau, entre guillemets, ces gestes de bonne volonté de la part de la Russie et de Vladimir Poutine pour un peu compenser donc ce retrait, avec donc ce cadeau effectivement fait à 6 pays, 50 000 tonnes environ maximum promis par la Russie. Alors on sait que parfois les promesses russes n'arrivent pas entièrement comme elles devraient, semble-t-il en Afrique. Mais en tout cas, c'est faire preuve de bonne volonté pour le président russe et montrer une fois de plus bien que l'Afrique n'est pas oubliée par la Russie et que donc le continent africain reste quelque chose d'important et un vecteur important pour la géostratégie, l'économie et le commerce russe.